Et si on vous garantissait la qualité, la fiabilité, la sécurité, mais sans payer plus cher? Avec Surplus Moto, privilégiez une réparation durable et redonnez vie à votre deux roues. Plus de 150 000 pièces d'origine testées et contrôlées, disponibles sur surplusmoto.com. Votre programme avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Power Sport News. C'est l'émission numéro 15 de Power Sport News avec, comme chaque mois, Pascal Tomec de Motul. Salut Pascal. Bonjour à tous. Et on accueille un invité de marque, Jos Salfranck avec nous, patron du team Honda en MXGP, notamment. Jos, salut Jos. Bonjour, bonjour à tous. Et on va parler de compétition comme chaque mois, parce que qui dit compétition dit tour de chauffe, et qui dit émission dit sommaire. On débute avec Jos Salfranck, manager passionné du team Honda SR Moto Blues, qui engage ses motos et pilote à l'Enduropal du Touquet, au mondial MXGP entre autres. On évoque avec lui sa passion pour le motocross et ses 12 titres de champion de France. Place ensuite au contrôle technique avec Paul Hensler, président du collège technique à la FFM. Paul procède à la vérification des motos avant chaque course, conformément au règlement de la discipline. Il nous dit tout sur sa mission. Enfin, on termine avec l'endurance et le portrait attachant de Freddy Daridan, plombier et chauffagiste la semaine et pilote amateur de course le week-end. Avec quelques associés, ils se sont mis en tête de réaliser un pari fou. Participer l'année prochaine aux 24 heures du Mans Moto. Il nous explique sa méthode pour réaliser ce rêve. Alors, dans Power Sport News, on va parler MXGP, on va parler motocross. Jos, c'est ta spécialité. Et toi, tu mènes le team Honda depuis combien de temps maintenant ? Depuis 10 ans. Donc ça passe vite. Hein. C'est vrai que j'ai commencé tout jeune, mais maintenant depuis 10 ans avec Honda. Le team est un peu plus vieux. Le team, ça fait 14 ans. Et 10 ans avec Honda, donc officiel. Donc on est très heureux de représenter Honda. 10 ans aussi avec Motul, donc des belles histoires. Voilà, c'est vrai qu'en tant que team français, on aime représenter des marques françaises. Et on a passé les échelons. Donc maintenant, MXGP, championnat de France, Enduropal Touquet. Voilà, on a un gros planning. Le MXGP, c'est la catégorie reine du motocross. Pour Motul, c'est important. Ah oui, parce que là, on est sur des machines, que ce soit le MX2 de 50 cm3 et le MXGP en 450, c'est 14 000, 16 000 tours minutes pendant 30 minutes plus de tours, et ils sont à bloc tout le temps. Donc là, c'est indispensable, il faut un bon lubrifiant. Et donc là, un partenariat avec Honda, avec Motul. Le motocross, au plus haut niveau, là on parle de championnat du monde, mais tu as aussi toute l'expérience en championnat de France. Hein. Oui, complètement. On a donc 12 titres de champion de France. Donc, on a la chance d'être l'un des teams les plus titrés. Voilà, on est team français. Donc, pour nous, c'est important d'être en championnat de France. On a des supporters, on a donc des partenaires, sponsors. Et puis, voilà, il faut rester chauvin. On est un team français. On amène nos pilotes étrangers en championnat de France. Pour nous, c'est important. En plus, ça valorise le niveau de certains bons pilotes français qui n'ont pas la chance d'être en MXGP ou qui n'ont pas l'opportunité. Donc, du coup, pour nous, voilà, c'est important de représenter le niveau championnat de France en MXGP et le niveau MXGP en championnat de France. Et alors, le team, aujourd'hui, ton team, est composé de combien de personnes ? Alors, on est 16 en tout. 16. Voilà, parce qu'il y a le championnat de France des sables. Donc, on a 7 épreuves, donc, dont l'Enduropal du Touquet. Donc, là, comme pilote. Donc, on a donc Cyril Genot, Lars Van Berkel. Et on rajoute toujours une petite tête d'affiche, comme Jeremy Van Robeck, Brian Bogers. On essaie de toujours mettre une petite touche assez sympa. Et on a des féminines avec nous aussi. Donc, on a April Franzoni, pardon. D'accord. Donc voilà, donc on est en équipe au complet. D'accord. Et en motocross, ton équipe ? Donc on a Kevin Ormo, pardon, et Alberto Forato. Donc on a un pilote norvégien et un pilote italien. D'accord, un team, une progression fulgurante. Je vais te poser la question aussi à toi, Jos, mais qu'est-ce qui a fait qu'en 10 ans, le team de Jos est monté aussi haut, Pascal, selon toi ? Je pense que c'est la confiance que les gens lui ont apportée. Un constructeur comme Honda ne fait pas confiance à n'importe qui. Donc il a bien fallu qu'à un moment, Jos puisse apporter, je dirais, toutes les lignes pour que le constructeur lui fasse confiance. Alors, ils ont le team officiel avec Garibaldi, avec Geyser, ok, pas de souci. Mais là, pour être représentatif sur le marché, je dirais, un peu français et au-delà, et surtout au Touquet,
pour concurrencer un constructeur qui est pas des moindres. Il a fallu faire confiance à quelqu'un. Et je pense qu'il remplit, d'abord je pense pas, j'en suis sûr, il remplit toutes les cases pour qu'un constructeur, et surtout un constructeur comme Honda, qui fait pas confiance à n'importe qui, lui apporte cette confiance-là. Et ça, c'est pas banal. Joss, selon toi, qu'est-ce qui a été le plus déterminant dans le fait que, effectivement, Honda te fasse confiance, que le team progresse, monte en compétences, en puissance aussi? Qu'est-ce que tu as dû mettre en œuvre? Quelle qualité tu as dû mettre en œuvre pour ça? Le fait d'être sérieux, donc comme l'expliquait Pascal. Voilà, après, on a tous des qualités et des défauts, mais voilà, moi je veux amener vraiment cette touche sérieux, donc une nouvelle génération, certes, mais par contre sérieux, compétitif. Voilà, moi je suis un compétiteur, hein, ce que j'aime c'est la victoire. On peut malheureusement pas toujours gagner, mais j'ai toujours du mal à digérer quand on gagne pas l'Enduropal du Touquet, quand on gagne pas le titre de champion de France, quand on n'est pas dans nos objectifs en MXGP. Donc voilà, moi je suis vraiment le team. C'est professionnel, mais un mélange de familial avec vraiment ce côté, ce qu'on aime de la moto, donc c'est-à-dire l'amour de la moto, des passionnés. Mais par contre, derrière, voilà, c'est une petite entreprise, donc on est sérieux, on veut amener les meilleurs résultats possibles à nos partenaires et puis au team. Ouais. Et alors aujourd'hui, pour encore monter en compétences, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait encore développer dans le team? En fait, il faut du temps aussi. Il faut du temps. C'est vrai que, comme l'expliquait Pat, c'est plusieurs années. Il y a beaucoup de gens qui veulent en 2 ans tout gagner, tout réussir, avoir les aides des constructeurs, avoir des super beaux contrats, mais voilà, ça se construit sur la longévité. Donc, en fait, chaque année, on apprend beaucoup. Nos erreurs, on essaye de plus les recommettre. Donc de ça, en fait, on passe des steps. Et donc voilà, donc, au fur et à mesure, le HRC nous fait de plus en plus confiance. Honda France, pas mal de mes partenaires nous aident encore plus pour pouvoir passer encore des caps. Et voilà, on essaye de rêver le plus haut possible. C'est une activité à temps plein pour toi? Alors non, oui, c'est une activité à temps plein, mais c'est pas mon métier. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu contradictoire. Donc c'est vrai que j'ai de la chance à côté d'avoir Et alors, c'est quoi ton métier? Donc moi, j'ai des stations de lavage voiture. Donc en fait, comme c'est de l'automatique, en fait, ça me laisse du temps de disponible. Et c'est marrant parce que de la passion de la moto, en fait, connaissance de partenaires qui m'ont mis dans ce milieu-là. Et en fait, j'ai essayé de chercher un métier, comment je pouvais gagner de l'argent tout en ayant du temps à consacrer à mon team. Donc en fait, ça m'a dirigé vers ça. Mais là aussi, il faut être rigoureux, j'imagine. Complètement, oui. Voilà. J'ai une belle équipe derrière moi. Je considère les stations de lavage voiture un peu comme une machine de compétition. Donc on essaye qu'elle marche le mieux possible, qu'elle lave le mieux possible. Et donc voilà, on amène cette petite touche de compétition, de rigueur dans le lavage automobile. C'est la même mécanique, en quelque sorte. Pratiquement en plus. Pascal, ça t'impressionne le parcours d'entrepreneur de Joss aussi? Parce que tu as été pilote oui, aussi bien sûr, avant. Tout à fait. Championnat de France. Il a non seulement été pilote, il a été bon pilote. Oui. Et à un moment, il s'est dit, bon pilote, ok, maintenant je veux gagner quelque chose au plus haut niveau, MXGP. C'est quand même un team privé. C'est pas un team officiel constructeur comme le team officiel avec un MXGP, avec Geyser. Là, c'est un team privé qui fait ce week-end en Italie 5e à une manche. Donc, on retrouve dans son team un Yves de Maria, par exemple. Ouais. C'est pas banal. Ouais. Quand vous avez un Yves de Maria qui accompagne... Maria, qui nous a fait briller les yeux, et à toi sans doute enfant. Complètement aussi, complètement. Et donc, toute cette rigueur, est-ce que la rigueur que tu as dû développer pour être pilote de haut niveau, t'a servi, j'imagine, derrière? Complètement. En plus, je suis un pilote de base qui n'est pas talentueux. Donc, il a fallu que je travaille beaucoup pour avoir... Non, mais pour le coup, je pense, quand je voyais d'autres pilotes, j'avais d'autres très bons copains pilotes, et je le voyais à l'entraînement sur des gestes techniques, je trouvais qu'ils avaient plus de facilité que moi, et il fallait que je travaille de plus en plus par rapport aux autres pour réussir passer les whoops, passer les amortis, ainsi de suite. Donc, voilà, j'ai toujours considéré qu'il fallait que je travaille un peu plus que la moyenne pour pouvoir réussir. Donc peut-être que ce côté-là a fait qu'il fallait que je travaille fort pour y arriver, pour avoir les meilleurs niveaux possibles que j'ai eu en tant que pilote. Et derrière, j'ai réussi à le transmettre après dans ma passion pour le team et puis après pour d'autres business. Maintenant, il n'y a plus de complexe. MXGP, team privé, mais bon, il y a des teams privés qui vont très haut. Il n'y a pas de complexe à avoir. Le motocross, la différence entre un team privé et un team officiel, il se joue sur quoi, surtout? Alors déjà financièrement,
de toute façon, déjà financièrement. Mais ça se traduit comment sur la piste? Qu'est-ce qui fait la différence? Déjà, le pilote. Plus on a de budget, plus on peut, entre guillemets, donc, avoir les compétences d'un pilote de top qualité, style un team Geiger. Et après aussi, le développement des machines. C'est vrai qu'on n'a pas accès à certains développements, surtout que le motocross, ça arrive maintenant sur l'électronique. Donc, du coup, on est en décalé par rapport au MotoGP, mais on s'y approche un petit peu. Donc, c'est vrai qu'il y a l'électronique qui rentre en jeu avec le traction control et tout ça. Donc, tout ça, il y a des évolutions qui se font. Du coup, on a un petit écart avec un team usine. Mais ce qui est bien quand même avec le motocross, c'est que on arrive à se battre aux avant-postes avec une machine pratiquement standard, améliorée, contrairement à d'autres sports où c'est vraiment le gap est impossible à avoir. Nous, un très bon pilote avec notre machine peut clairement jouer un podium de Grand Prix. Donc ça, pour nous, c'est super. C'est impressionnant parce que c'est le MXGP, c'est pas des prototypes comme en MotoGP en vitesse. C'est-à-dire que on serait plus sur du Superbike, équivalent Superbike, mais les investissements, tu dis, sont pas colossaux. Alors, un investissement, par rapport au MotoGP, c'est sûr que c'est moindre. C'est rien à voir. C'est ce qui fait aussi que des pilotes comme moi qui après montent un team de moto ou des jeunes qui un jour veulent faire ça, il y a des possibilités en MXGP et ça fait rêver de nombreux jeunes, aussi bien en tant que pilote, aussi bien qu'en tant que team manager. Il y a encore ce côté possible de proximité déjà par le public, par les supporters, ainsi de suite. Par exemple, les supporters ont accès au paddock très facilement, les droits d'entrée de circuit sont encore assez acceptables. Donc du coup, il y a tout ce côté proximité et ça, on le ressent aussi dans la compétition où, avec des budgets moindres, on peut quand même espérer battre des teams usines qui ont plus de budget, certes, mais il y a une possibilité. Donc voilà, donc ça fait rêver, ça fait avancer. Et mon but, c'est de pouvoir le faire le plus souvent possible dans la saison pour que, Honda France est déjà à fond derrière nous, le HRC le devient de plus en plus, donc voit notre travail et puis avec cette longévité-là qu'on passe des caps. Tu le mesures, Pascal, cette influence grandissante du team de Joss au sein de Honda? J'étais dans ces ateliers il y a quelques jours et j'ai échangé avec ces mécanos qui travaillent sur les moteurs. Il y avait des moteurs qui étaient démontés pour mesurer, pour regarder un petit peu. Et on discutait, un piston qui pèse 350 grammes, lancé à 16 000 tours, il pèse 1,5 tonne. Il prend 6800 jets. Donc la mécanique, elle est mise à rude épreuve. Donc il n'y a pas le droit à l'erreur. Si jamais il y a une petite pièce qui casse, c'est la manche complète qui s'effondre et le week-end qui peut même lui aussi s'effondrer. Donc, mais j'invite les gens à regarder les motos de Joss au Touquet. Elles sont splendides. Toutes les pièces, elles ont le côté anodisé qu'on aime dans le côté strass et paillettes des crossman et des enduristes et des gens du off-road. Ils aiment les beaux objets, les belles machines. Ils n'ont pas forcément envie de rouler aussi vite que les pilotes de Joss, mais cette image que transmet Joss au niveau mondial, ça se ressent dans les ligues. On a 105 000 licenciés, dont 70 000 qui font du off-road. Quand ils voient les motos de Joss, quand ils voient comme elles sont belles, ils copient les motos de Joss. C'est inspirant, c'est ça que tu veux dire. Ça donne envie, quoi. Donc, et tous les stickers qui sont collés sur les carénages de ces machines et sur ces camions qui sont aussi maintenant aussi splendides, ça donne envie aux gens de ressembler à ces gens. C'est une stratégie, Joss, ou c'est plutôt que ça correspond à l'image que tu veux véhiculer? Alors, honnêtement, ça me correspond. Après, tant mieux parce que ça colle du coup à ce que des partenaires attendent de nous et du team en général et tout ça. Mais en fait, c'est vraiment, ça me représente. Donc, pour moi, c'est assez normal presque. Et donc, du coup, ça suit derrière. Donc, c'est top. Le motocross suscite aujourd'hui de l'engouement de la part de nouveaux constructeurs. Pas sur la scène motocycliste, mais Ducati arrive en motocross, Triumph arrive en motocross avec des machines compétitives. Comment vous percevez ça, vous en tant que crossman et en tant que team Honda? Du bon oeil, la concurrence, moi je trouve que c'est bien. C'est une belle concurrence et puis ça prouve aussi que le motocross a sa place pour ces fabricants-là de motos, ces constructeurs. C'est valorisant. Complètement, c'est valorisant et puis c'est bien, c'est une belle concurrence. De toute façon, il faut de la concurrence, c'est de la compétition et tout ça, ça amène à élever le niveau, à s'améliorer et puis voilà, ça crée ce petit côté de compétition qui donne envie à tout le monde. Donc c'est top. Tu as l'occasion d'essayer les machines concurrentes ou le marché du motocross? Tu as l'occasion de pratiquer encore? Alors,
C'est ça. Avant, j'essayais donc d'autres machines, ainsi de suite, pour les essais presse. Maintenant, t'es un businessman. Voilà. Maintenant, malheureusement, en plus, j'ai alors, malheureusement, c'est vrai que j'ai plus le temps. Puis, alors, je pense, heureusement, mon fils aime bien ça. Alors, je sais pas, on verra bien la longévité, mais mon fils aime bien ça. Donc, le temps qui me reste, je le consacre à lui. Et il aime rouler. Il a 8 ans. Il aime rouler. Et donc, du coup, voilà, les mercredis, fin de journée, au lieu de me dire, bon, je vais faire un coup de moto, me faire plaisir, voilà, j'emmène le fiston. Et puis, voilà, ça me plaît de le regarder rouler. Donc, voilà. Ça commence tôt. Hein, ouais, ça commence tôt. T'as envie qu'il fasse carrière, ton fils ? Alors honnêtement, non. Alors je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de parents qui essayent de mettre la charrue avant les bœufs et qui rêvent à travers leurs enfants et qui, je pense, se trompent un peu de chemin. Et donc, moi, j'ai envie qu'ils fassent de la moto, qu'ils se fassent plaisir. Ça, c'est vrai que c'est parce que c'est une belle école de la vie. C'est un beau sport avec des vraies valeurs et c'est une vérité. Et derrière ça, je veux par contre qu'il n'ait pas d'influence de ma part en le mettant la pression, en disant bah, on a un team de moto à tel niveau, ou papa a déjà fait ça, ou alors en tant que résultat, en tant que championnat. Je veux pas lui mettre toute cette pression-là, je veux vraiment qu'il fasse de la moto parce que lui en a envie, donc c'est pour ça que on parle pas au niveau avec ni ma femme, ni lui, vraiment il se fait plaisir et on verra la suite. Pascal, le motocross, l'état de santé du motocross, l'engouement pour le motocross, l'engouement non seulement en France, avec le MX des Nations chaque année, avec le Touquet, on voit voilà, c'est les championnats des sables, mais ça reste dérivé du motocross. Hein. C'est toujours en France un sport majeur. Ah oui, on peut pas se tromper. Moi, quand j'étais au MXGP d'Europe à Saint-Jean-l'Angély il y a quelques semaines, c'est populaire le motocross. Et il a plu tout le week-end. Il y avait de la boue jusqu'aux genoux. Il y avait 25 000, peut-être 30 000 personnes avec les parapluies et puis qui regardaient une course de manière un peu statique dans la boue. Donc, il y a les parents, les grands-parents. J'ai encore vu une photo il n'y a pas très longtemps où il y avait le père de Jean-Jacques Bruno, il y avait Jean-Jacques Bruno, il y avait Johnny Aubert. C'est un sport qui se pratique au regard en famille. On y arrive à 5 ou 6. Donc à 70 € le billet, vous y arrivez à 6, vous êtes déjà à 500-600 €. Donc c'est très très populaire et on peut le pratiquer. On achète Piwi, QR, CRF 110 et on gravit les échelons en tout terrain. Et alors l'évolution électrique, comment ça se présente dans le motocross, Joss Je pense un peu comme dans tous les domaines. Voilà, le côté mécanique, c'est vrai qu'il manque ce côté adrénaline. Ouais. Donc je pense que c'est bien pour certaines pratiques, dans des endroits un peu compliqués, ou quelqu'un qui veut se balader dans des endroits un peu difficiles en termes... Voilà, par rapport au bruit, par rapport à tout ce qui se passe. Par contre, la compétition en elle-même, ça manque vraiment d'intérêt parce que ce qui fait vibrer, on en parlait aussi avec Pascal l'autre jour, c'est voilà, déjà ce côté grille de départ. Demain, s'il n'y a plus de son, plus de bruit, je pense que le côté spectateur, le côté justement passion de la moto, passion de la mécanique peut très vite s'essouffler si on part à full l'électrique. Maintenant, voilà, on verra bien l'évolution pour le futur. Et alors pour toi, pour ton team, est-ce que c'est un aboutissement le MXGP ou est-ce que tu peux viser plus haut Alors c'est déjà, voilà, on est arrivé à un petit rêve, mais parce qu'il y en a d'autres rêves. Il y a le Dakar, il y a le SXUS, il y a beaucoup de choses en fait. Ouais, c'est vrai. Alors déjà pour rêver, on va dire pour ce qui est possible déjà, c'est de faire les meilleurs résultats possibles déjà en MXGP et il y a encore des places qui, je pense, peuvent être accessibles. Surtout si on a des aides d'HRC qui peuvent encore augmenter. Pour moi, il y a encore quelques places à les gratter, donc pourquoi pas. Est-ce que ça peut faire de l'ombre au team officiel Honda ? Est-ce que ça peut les gratter quelque part chez Honda ? Peut-être. Après, c'est pas notre objectif. Non. C'est pas notre objectif. Après, nous, le but, c'est de travailler main dans la main. Maintenant, si le HRC trouve des qualités en nous et que ils sont intéressés par notre travail, au moins on sera là. Alors le Touquet, 7 participations, 7 podiums, mais pas la victoire. Pas la victoire. Donc c'est difficile à accepter parce que c'est vrai qu'on y met beaucoup d'énergie, de moyens, et c'est vrai qu'on a les Yamaha qui enchaînent les victoires. Ouais. C'est assez frustrant pour nous. Maintenant, on travaille très dur. On n'est pas... Ils sont prenables. Complètement. Et puis là, on met des choses en place. Alors c'est vrai que on se dit qu'à un moment donné, tellement on élève le niveau, eux l'élèvent aussi.
Et donc, à un moment donné, on se dit que quand on va réussir à passer le cap, on va peut-être pas en gagner un, mais 1, 2, 3, 4 peut-être d'affilée. Parce que tellement on repousse les limites, c'est qu'à un moment donné, si on trouve voilà, la bonne équation entre le pilote, la moto et la chance du Touquet, derrière, ça peut enchaîner des victoires. Donc voilà, on a cet objectif-là qui est très, très important pour nous. Alors, je parlerai, pour terminer, du contrôle technique, quelques mots sur le que tu suis un peu. Je suis un peu, et ça, c'est compliqué. Le contrôle technique, c'est pas évident, mais il faut le mettre en place. Il faut que ça soit bien organisé, que ça soit bien fait dans l'art de la règle, parce que c'est important que ça ne soit pas fait non plus, je dirais juste papier, en termes de... pour pas être vulgaire. Voilà, je te parle de ça parce que c'est notre sujet suivant. Merci beaucoup, Jos, d'être venu sur le plateau de Power Sport News, nous parler de ton team en MXGP, en championnat de France, des sables et toutes sortes de compétitions, tout terrain. Pascal, merci. Tu restes avec nous, Pascal. On passe à la suite. La suite de Power Sport News numéro 15 avec sur ce plateau avec nous Paul Hensler. Bonjour Paul. Bonjour David. Bonjour Pascal. Bonjour Paul. Alors ta fonction, Paul, c'est président du collège technique FFM. C'est exact. C'est ça. Et derrière cette fonction, eh bien, ça regroupe un travail très important pour les compétiteurs. C'est-à-dire que c'est toi et ton équipe qui examinent les motos, qui contrôlent les motos avant et après les épreuves, c'est ça ? C'est ça. Donc, le collège technique a pour mission d'assurer déjà le respect des règles. Donc ça, c'est le gros morceau. Non, c'est pas une mince affaire. Alors, la première mission, c'est bien sûr la sécurité. La sécurité de tous, aussi bien des officiels que des pilotes, des team managers, tous les gens qui sont amenés à aller voir et participer à une compétition. Et c'est pour ça qu'on a un rôle qui n'est pas forcément facile, mais qui est essentiel. Pas forcément facile parce que c'est parfois ingrat, c'est ça ? On essaye de se faire comprendre autant que possible par les pilotes et par les team managers, mais parfois on a des frictions, on a des difficultés à faire comprendre que c'est pour leur sécurité. Quand un pilote vient et qu'il a un casque qui est fatigué, un casque qui est usé, un casque qui est tombé, et qu'on lui dit on ne peut pas te laisser partir avec ça, et qu'il dit mais je ne vais pas racheter un nouveau casque, etc. Oui. Parfois c'est complexe. Mais on reste dans notre rôle, on leur explique, on fait de la pédagogie, et on essaye de les amener à un maximum de sécurité pour eux et pour les autres. Et la difficulté, c'est que c'est un sport onéreux. Donc, quand il y a un problème, ça coûte de l'argent, forcément, à chaque fois. Pascal, c'est ça, l'un des enjeux des sports mécaniques tels que la moto, c'est l'argent aussi. C'est l'argent, c'est les équipements. Un casque, ça coûte cher. Bien sûr. De cuir, ça coûte très cher. Maintenant, on voit arriver la partie airbag. Donc, il y a de plus en plus de contraintes qui sont liées à la sécurité, mais qui coûtent aussi de plus en plus cher. Est-ce que ça, c'est un lien de compréhension de la partie technique ? Oui, bien entendu. Alors, l'airbag, c'est pareil. La fédération, la FIM, pareil, a pris la décision de rendre l'airbag obligatoire sur beaucoup de courses. Et tous les pilotes, en MotoGP, on n'en parle même plus, mais tous les pilotes qui ont eu un crash avec un airbag, ils disent « heureusement que j'avais mon airbag ». Et alors, c'est obligatoire dans quelles compétitions et dans lesquelles c'est encore pas obligatoire ? Alors, il y a encore, par exemple, pour le sidecar de vitesse, mais parce qu'il y a des contraintes qui sont très spécifiques, avec le passager qui se penche, qui tire, etc. Donc, il y a des contraintes. En motocross, il y a eu longtemps des contraintes. Et maintenant, on arrive effectivement à rendre obligatoire, même en motocross, toutes les compétitions. Oui, parce que les déclenchements intempestifs sont maintenant minoritaires, très minoritaires. Ouais, voire carrément éradiqués. Ah oui, c'est gros travail des fabricants d'airbags. Tout à fait.
Est-ce que dans le contrôle, justement, puisqu'on dans la partie contrôle technique, est-ce qu'on a, je dirais, on voit bien l'automobile, par exemple, les constructeurs automobiles font des rappels de voitures, c'est des millions de voitures qui reviennent avec des airbags défectueux. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, dans la moto, il y a une règle et il y a un certain nombre de fabricants d'airbags obligatoires ou je parle forcément d'un Chinois, mais est-ce que si un airbag arrive d'outre-tombe, il est airbag. Est-ce que vous avez à ce niveau-là des numéros de série ou des marques qui sont réglementées par rapport à ça? Alors, au-delà du nom, les airbags automobiles et motos sont pas du tout pareils. En automobile, on a souvent un déclenchement pyrotechnique, alors qu'en moto, ce sera plutôt des gonfleurs rapides, entre guillemets, et on n'a pas du tout le même risque. Le risque auquel on a été confronté, je pense que vous avez déjà vu des vidéos, c'est parfois des airbags qui ne se dégonflent pas, on l'a vu en GP. Oui. Mais aujourd'hui, avec les délais de dégonflement, c'est relativement rapide. On a des airbags qui peuvent se regonfler plusieurs fois parce qu'on peut avoir des chocs multiples. Donc vraiment, c'est une technologie qui évolue très vite et qui est très sûre. Et les règles, Paul, elles sont fixées d'une part par la FIM, la Fédération internationale de motocyclisme. Vous avez une marge de manœuvre par rapport à la FIM, je pense à la FFM, vous avez une marge de manœuvre qui est partielle, qui est totale, qui est comment ? Alors, bien entendu, je viens justement de voir Sébastien Poirier, que vous avez reçu dans l'émission aussi, j'en ai parlé ce matin avec lui. Je fais partie aussi du comité technique international, donc de la FIM. Hein. Ouais. Et la FFM a la liberté totale de choisir ses règles chez elle. D'accord. Donc il y a des fois où on va s'aligner totalement sur la FIM, et il y a des fois où on va prendre un petit peu notre temps, comme par exemple pour les contrôles sonométriques. Vaste sujet. Vaste sujet, on va y arriver. Ouais. Et où effectivement le président, en accord avec les différents intervenants de la FFM, va dire, voilà, nous, par exemple pour la moto électrique, Sébastien Poirier a tout de suite voulu que les motos électriques puissent courir en motocross en France, alors que la FIM souhaitait plutôt d'avoir des motos électriques séparées des motos thermiques. Et alors parfois vous êtes en avance sur la FIM. Le contrôle dynamique du bruit, ça, c'est en place. C'est en place. Ça a permis. Est-ce que vous êtes en avance par rapport aux normes internationales ? Je ne sais pas si c'est le fait d'être en avance, mais on a choisi une voie un petit peu plus expérimentale et qui nous a réussi sur le bruit. Pour tout ce qui est motopiste. Hein. On a encore eu une visio il n'y a pas longtemps avec la FFSA pour justement des pistes qui sont partagées et pour utiliser le même matériel. Et c'est vrai qu'on a investi. Hein. On a investi pécuniairement, on a investi matériellement, on a investi sur les personnes et la formation, mais ça nous permet effectivement d'avoir une belle réussite à ce niveau-là. Et les pilotes l'acceptent de plus en plus et c'est certainement dans le but de l'équité, c'est ce qu'il y a de mieux, et ça évite de faire du bruit pour éviter du bruit. Ouais. Alors, il y a le contrôle sécurité, on voit sur les images le casque, les gants, les bottes, la combinaison, airbag, et ainsi de suite. Et après, sur la partie contrôle technique, on parle du bruit, mais comment vous faites pour contrôler une machine quand elle arrive entre le châssis de la colonne de direction et puis jusqu'à l'axe de la roue arrière? On a entendu pendant de nombreuses années certains constructeurs qui arrivaient avec des machines où les parties cycles n'étaient pas forcément d'origine. Quand on voit tous les moyens qui sont mis en œuvre pour contrôler le bruit, pour contrôler un tas de choses, comment peut-on en arriver encore à avoir des machines où il y a des bras oscillants plus longs? Comment vous, qui contrôlez la partie technique, quels sont les outils, quels sont les moyens que vous avez pour avoir des machines en conformité et qui ne le sont plus, quand on voit que dans certains championnats, là, même en Superbike mondial, on s'aperçoit qu'il y a des châssis qui n'étaient pas bien. Donc, comment on arrive à contrôler ça? Alors,
on a plusieurs choses. Là, la Fédé vient de s'équiper de 2 nouveaux camions avec tout le matériel de contrôle, un banc de puissance, on a un banc... on est en accord avec une entreprise qui va nous permettre de faire du contrôle tridimensionnel quasiment instantané. Hein. Ça, c'est important quand même. Hein. C'est très important, le banc de puissance notamment. Et, Alors, bien sûr, les contrôles sont hyper importants pour éviter la triche. Hein. Le gars qui a un bras oscillant qui fait 7, 8, 10, 15 mm de plus, à l'œil nu, ça ne se voit pas. Alors, on a les outils de mesure. On a une formation aussi qui se fait chez nous à la fédération. Par rapport à la règle établie, mais par rapport aussi, dans certaines catégories, au modèle de base dont elle doit être inspirée, c'est ça? Alors, nous, à la fédération, quand il y a un championnat qui est une nouvelle moto, un nouveau championnat, on demande aux constructeurs nous donner des pièces étalons. Donc on va recevoir des pistons, on va recevoir des arbres à cam, on va recevoir des culasses, on va mesurer des hauteurs de culasses, et on sait que ces pièces étalons sont la mesure de base. Et à partir de là, nous on fait des comparaisons. Sur une course, quelqu'un dit, lui il a une culasse qui n'est pas conforme, on démonte, on contrôle, on a les pièces étalons dans le camion, on en a souvent une, voire deux, une dans le camion, une à la Fédé, et à ce moment-là, on fait. Alors, c'est un travail de fou. Il y a quand même une certaine complexité technique. Maintenant, c'est pas des contrôles qu'on fait tous les jours. Là, vous voyez, par exemple, là, on est sur un réservoir, on fait des contrôles de carburant. Par exemple, aux Nations, l'année dernière, il y a eu un contrôle de carburant, prélèvement de carburant, etc. Donc, c'est vrai que c'est hyper technique. On a les formations pour. On a des gens qui sont hyper compétents. Maintenant, c'est sûr que c'est pyramidal. On a plus les contrôles sont complexes, plus on a des contrôleurs qui sont formés. La triche existe toujours c'est le sport. Moto. C'est des sports mécaniques. C'est des sports mécaniques. Il y a l'esprit. Alors il y a la loi et l'esprit de la loi. C'est-à-dire que quand on voit par exemple un Vignales en MotoGP qui est déclassé pour quelques centaines de grammes ou quelques dizaines de grammes même, le pilote il pas dans le coup, c'est un peu, il y a un peu les. Est-ce que vous faites des différences entre les triches, je dirais involontaires où vous jugez pas grave, et les triches intentionnelles où de toute façon tout est au même niveau? À partir du moment où on est sanctionné pour 10 grammes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe a joué avec la limite. Voilà, c'est ça. Si l'équipe ne joue pas avec la limite, il n'y a jamais de sanction. Alors bien sûr, mais c'est comme nous. On sait qu'on est limité à 130 et on règle le régulateur à 138. Il y a des possibilités de contestation réglementaire. Bien sûr, des appels. Il y a des recours. Des recours, voilà, c'est ça. Et tout ça est dans le code sportif. Le code du collège technique est adossé au code sportif et on respecte les règles du code sportif. Alors je suis curieux, j'ai plein de questions en fait. Mais les règles les plus fréquentes et la plus insolite que vous avez vue de tricherie, les triches les plus fréquentes, c'est lesquelles? Alors, par exemple, en super motard, ils viennent tous avec du liquide de refroidissement, alors que c'est strictement interdit. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est interdit. Et pour cause, c'est-à-dire que s'il y a une fuite... On fait pas toujours la pipette, mais la première pipette, il y en a 8 derrière qui disent « Ah zut, ils contrôlent ». La deuxième, donc il y en a 8 qui retournent au stand pour mettre de l'eau, et après c'est réglé. Après, tous viennent avec de l'eau. Ouais, parce que on le rappelle, du liquide de refroidissement sur la piste, c'est un liquide glissant. Voilà, ça exactement. Il faut quand même. Et ça, c'est fréquent, ça. Oui. Alors après, on les comprend. Ça tient mieux la température, ça protège le moteur. On veut bien l'entendre. Motul fait des produits à ce niveau-là qui sont extraordinaires. Maintenant, on peut pas se permettre d'avoir une moto qui glisse pour avoir un moteur qui va durer 15 jours de plus. Ça a été, Pascal, c'était un peu le jeu de tout temps. Il y a eu des histoires, même des vantardises de
teams ou de pilotes qui se sont vantés d'avoir triché sur telle ou telle épreuve. Tu as entendu parler mais encore aujourd'hui, sur les châssis par exemple. Sur les châssis, oui. Le châssis est la partie de la moto qui tient, quand elle est trop courte, elle ne tient pas suffisamment bien la route, on la rallonge un petit peu ou autre chose. On rapproche quand elle est trop longue, on coupe les maillons de la chaîne, on ramène la roue le plus près possible. Mais il y en a qui dessoudent les colonnes de direction. Alors le plus insolite, le plus insolite que tu as vu, Paul. Au Touquet. Pour passer le sonomètre, il y avait un gars, bien sûr c'était un pilote occasionnel qui voulait faire son Touquet une fois dans sa vie, et il était venu au contrôle sonométrique avec un embout d'arrosage enfoncé dans le pot d'échappement pour essayer de réduire le bruit. Ce qui n'a pas fonctionné parce qu'à la 3e accélération, l'embout est sorti, est tombé par terre. Mais techniquement, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites un contrôle, mais que les gens qui contrôlent sont quand même à la base des mécaniciens. Parce qu'à un moment, il y a des gens, quand ils portent réclamation, donc ils mettent de l'argent sur la table pour occasionner le démontage d'un moteur. Donc il faut que les gens du contrôle technique sachent démonter une culasse, démonter les pistons, faire de la mécanique. Le démontage n'est pas de notre fait. D'accord. Donc le démontage est réalisé par le pilote ou par le mécanicien du team. D'accord, c'est lui qui fait ça. Voilà. Et après, les mesures sont réalisées par le contrôleur technique ou les contrôleurs techniques. Okay. Ce qu'on fait souvent, c'est pour s'assurer de notre mesure, c'est 2 contrôleurs techniques vont faire 2 fois la même mesure, chacun a ses résultats, on les met en commun, on regarde, c'est bon, c'est pas bon, et on annonce au pilote s'il est déclassé ou pas. Comment on devient commissaire technique, Paul ? Quelle est ta formation et comment toi t'es devenu c'était une vocation? Je ne suis pas forcément le bon exemple, si peut-être. Alors déjà, moi je suis technicien de base. Moi mon métier c'est mécanicien automobile et en plus formateur automobile. Mais moi j'étais coureur. Moto ou moto? Moto. Enfin sidecar. Je courais en sidecar cross et quand j'ai arrêté de courir, je me suis dit, il faut bien renvoyer l'ascenseur. Quand moi je courais, j'étais bien content qu'il y ait des gens avec des drapeaux au bord de la piste. Non, mais voilà, et je pense que c'est l'esprit motard aussi. Et donc, du coup, dans un premier temps, j'ai fait du chronométrage pendant plusieurs années. Et puis, par la suite, on a demandé, oui, mais il faudrait du technique. Toi, tu es technicien. Et donc, du coup, je me suis mis effectivement au technique. Donc, on y passerait bien encore pas mal de temps à discuter de contrôle technique. On se retrouvera de toute façon sur les épreuves. Avec plaisir. On pourra continuer cette discussion. Merci beaucoup. Et puis, bon courage pour les épreuves qui arrivent. Il y en a combien à l'année à peu près pour toi, personnellement? Moi, c'est un petit peu différent parce que, en définitive, je vais intervenir beaucoup moins sur les contrôles, mais par contre, j'irai plutôt superviser, regarder où je peux améliorer, combien de week-ends, etc. Il y a une douzaine dans l'année. Une douzaine de week-ends. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour tes éclairages sur le contrôle technique. C'était très intéressant. Merci d'avoir mis le projecteur sur le technique, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Pascal, reste avec nous, Pascal, parce que nous, on accueille Freddy Daridan, qui pratique l'endurance et qui va nous parler de son projet de pote. De retour sur le plateau de Power Sport News avec notre dernier invité, et pas des moindres, Freddy Daridan. Salut, Freddy. Bonjour, David. Bonjour, Pascal. Avec toi, Freddy, on va parler d'endurance. Et c'est un plaisir, Pascal. L'endurance, c'est constitutif de notre émission, on est d'accord? Complètement. Complètement. C'est Freddy, on a reçu ici Greg Black, on a reçu Christophe Guyot, on a reçu des grands noms de l'endurance. Et toi, tu t'inscris avec tes potes dans cette voie. Tu nous expliques? Le projet, il est simple, c'est de partir pour les 24 heures du Mans 2026. On monte un team vraiment amateur du coup, donc entre copains. Donc ça fait des années qu'on fait de la moto, qu'on fait des courses de vitesse, un peu d'endurance aussi. Et le but, il est d'aller jusqu'au bout de l'épreuve, de s'inscrire déjà, de ramener le financement pour s'inscrire à l'épreuve et le monter à notre manière. Donc on va dire que ce qui nous ressemble vraiment, le côté pote, l'aventure humaine. Le côté pote. Voilà, c'est surtout ça. Parce que c'est un peu aux sources de l'endurance. On en parlait avec Pascal. Alors, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a un côté sportif, il y a un volet sportif, il y a un volet financier. On en a parlé, Freddy. Pascal, déjà, explique-nous
comment toi, tu as fait la connaissance de Freddy? Tu nous expliques? C'est aussi une histoire humaine. Ah oui, je rencontre un d'Aridan en 1975, qui est son père. Son père, d'accord. Et passionné de sport mécanique, mais aussi rouleur, grand rouleur, sur une BMW, puisque à l'époque, je suis apprenti mécanicien chez Arcueil Motor, chez Bernard Grenier de Moners. Et donc, ils vont régulièrement, Bernard et ses clients, aux 24 heures du Mans en moto, au Bol d'Or en moto. Avec des BMW. Grands rouleurs, c'est-à-dire ça sillonne la France pour aller aux courses d'endurance. Il sillonne la France. Et Bernard inscrit donc pour Arcueil Motor sa moto à la catégorie silhouette aux 24 heures du Mans, mais dans différentes courses d'endurance, le Nürburgring et autres. Didier suit donc effectivement de très près, Didier Darédan, le père de Freddy. Et lorsque cette histoire de famille et de relations humaines et d'amitié qui s'est créée entre Bernard, Didier, cette famille et moi, quand Freddy, qui a 38 ans aujourd'hui, et moi j'en ai un petit peu plus que lui, bah, c'est ce gamin qui me dit on voudrait faire les 24 heures du Mans avec une philosophie bien particulière. Ils veulent pas faire les 24 heures du Mans pour un concessionnaire, ils veulent faire les 24 heures du Mans. Ils sont 4 donc artisans et une équipe d'humains derrière, et ils construisent leurs 24 heures du Mans autour de la course et pas autour forcément de la compétition, à l'armement, de la moto, des pièces et tout ce qui va avec. Donc ils vont construire tout ça. D'accord. Et donc, cette histoire d'amis, c'est aussi une histoire de... C'est un projet bien qui sûr, se monte. Là, on est quasiment un an avant, donc ça se monte dans le temps. Vous êtes artisan, vous mettez de l'argent de côté pour financer, j'imagine. Démarrer, vous avez budgété combien il faut mettre? On a budgété un peu, donc avec si on compte les 2 motos, les pneus, l'essence, et puis on va dire le petit plus, hein, la petite casque qu'on peut avoir ou autre. Et l'équipe aussi, il faut monter une équipe. Bien sûr, l'équipe, c'est 25 personnes, une équipe d'endurance. C'est 25 personnes, donc bloquer 25 personnes une semaine de leur temps, enfin c'est la plupart pas mal de bénévoles quand même, donc du coup... Ça y est, vous avez un peu tout le monde, ça se dessine Ouais, ça se dessine bien. Ça se dessine bien. Vous allez aller au bout, de toute façon, parce que... c'est le but, c'est le but. Si vous faites tous de la vitesse, c'est un projet qui est fait pour ça, donc voilà, le but il est d'aller jusqu'au bout. Donc, s'y préparer vraiment au mieux pour faire cette aventure, quoi. Donc, alors, j'ai ma petite idée, mais t'estimes à combien le budget que vous devez réunir pour vous aligner? On était parti avec les 2 motos à 100 000. 100 000, dont les motos, c'est ça? Dont les motos. Ouais. Parce qu'on part sur une préparation vraiment légère, enfin le plus stock possible. D'où en plus la nouvelle catégorie qui... Production, voilà. Qui nouvelle catégorie. Pas mal, du coup, si on était parti vraiment là-dessus. Avant que ça sorte, mais effectivement, ça peut peut-être nous aider aussi, du coup, à boucler le budget plus facilement. Ça va faire encore une économie qui n'est pas des moindres. Après, à voir comment ça va se passer cette année, quoi, parce que 2025, c'est les premiers tests de cette catégorie. Donc alors la catégorie production, en fait, ça rejoint quelque part. Vous arrivez au bon moment parce que les tendances convergent. C'est-à-dire que l'endurance, après avoir envisagé plus de professionnalisation, moins de teams français, se tourne un peu plus maintenant vers les équipes amateurs et vers une compétition plus accessible avec une catégorie de production qui se veut, Pascal, plus accessible à des équipes plus modestes. Ben oui, on parle tout le temps d'argent. On parle de gros moyens au quotidien et on s'aperçoit qu'en 2025, il y a une bande de potes qui décident quand même de faire une course d'endurance. Alors 100 000 euros, ça se trouve pas sous la queue d'un cheval. J'allais le dire, 100 000 euros, donc, ça reste un budget. Il va falloir aller les chercher quand même. Donc, mais ça leur fait pas peur. C'est pour ça que je trouvais que l'histoire était belle et racontable. Parce que toi qui connais en termes de journaliste, qui a participé aux courses, qui sait la dureté de construire une équipe pour faire une course d'endurance, et on est pour 2026, on a 4 artisans qui décident de le faire quand même seuls, sans l'aide de constructeurs, sans l'aide de magasins de motos, sans l'aide de personnes. Et alors, ça, c'est... Votre métier, c'est quoi à chacun Alors, donc pour moi, c'est plombier chauffagiste. D'accord. Il y en a un deuxième qui est carrossier peintre. Oui. Qui a son garage, quoi, du coup, son garage. Il y en a un troisième qui a une boîte de transport. Alors tout ça, vous pouvez peut-être un peu utiliser tout ça à votre profit aussi. C'est le sens de ma question. Toi, tes compétences peuvent servir, les compétences du peintre aussi, bien sûr. Les compétences, enfin les moyens de la boîte de transport, ça va sans dire. Et puis le petit dernier, il est électromécanicien. Voilà.
La boucle est bouclée. Ouais. C'est une belle histoire, tout ça, parce que c'est non seulement une histoire de potes qui roulent vite, qui roulent sur circuit. Vous faites, je crois que tu es en European Bikes, la fameuse catégorie de notre ami Thierry Capella, qu'on salue, bien sûr, le patron de la pub de GP Racing, ici, aux éditions La Rivière. C'est un titre qui a édité ici. Et Thierry Capella, c'est lui qui organise l'European Bikes. Vous êtes deux à faire l'European Bike. Ouais. Après, ces dernières années, on roulait moins, on faisait pas de championnat complet parce que c'est pareil, les budgets, le temps, il y a l'entreprise à gérer, la vie de famille. Donc, on a aussi fait des choix. Après, on arrive quand même à des âges où on a envie quand même de réaliser certains projets quand même qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, on se remet un peu plus dans la moto. On va dire, pour se préparer à tout ça, quoi. Tu t'es penché, Freddy, sur la catégorie production. Tu sais un peu comment ça se passe parce que les 24 heures du Mans, il y avait 3 inscrits dans cette catégorie. Donc, il y a changement de réservoir. Je crois que les motos rentrent dans le stand, on change le réservoir. Il n'y a plus les vannes Zénith, les Stobli qui sont très chers. C'est ça, c'est quand même €, je crois, un truc comme ça. Là, nous, on avait pour les 2 motos, en gros, donc on était presque à 8-9 000 €, un réservoir sur chaque moto, on va dire, pour avoir un réservoir d'avance, quoi. Donc ça va vite, quoi. Ça va vite, ça va vite, effectivement. Donc là, peut-être la catégorie production. Là, du coup, on va regarder comment ça se passe, tout ça. On va voir comment les premiers jets de la catégorie production se passent. Ça sera avec BMW ? Ce sera avec BMW. Parce que Arcueil Motor. L'aventure, elle a commencé là. Donc, l'aventure a commencé là avec ton père. Exactement. Donc BMW sort une M1000 RR cette année. Donc je pense que ça va les intéresser aussi. Oui, et puis, tu en parles souvent, les rêves, ils sont faits pour s'en réaliser. Là, on a trois rêveurs et qui rêvent dans un sport mécanique et pas des moindres. 4 rêveurs. Parce que maintenant, l'endurance se pratique à 4. C'est bien, ça aussi. C'est bien, surtout... Pour les budgets aussi. Les budgets. Et puis, c'est vrai qu'on est chef d'entreprise aussi. Donc, s'il y a une galère cette semaine-là, on a une petite famille, il peut nous arriver quelque chose. Et nous, c'est pas qu'on veut pas de personnes extérieures au projet, mais on veut le monter avec vraiment avec nos potes. Et puis, on veut monter ça jusqu'au bout pour que ça nous ressemble. On veut pas ramener quelqu'un d'extérieur. L'indépendance est importante, Pascal, parce que c'est un projet de potes, mais c'est un projet où on ne viendra pas vous embêter. On est d'accord. C'est-à-dire que l'ambition, c'est la vôtre, c'est pas celle de quelqu'un d'autre. Non, complètement. Après, on n'est pas fermé non plus. On est ouvert. Pas fermé à gagner. Gagner, je sais pas, ça va peut-être être... Non, mais c'est vrai qu'après... c'est quoi l'ambition ? C'est quoi ? De le réaliser déjà, parce que mine de rien, d'être au départ, ça sera déjà une première victoire, j'ai envie de dire. Donc l'arrivée, encore plus. Mais après, de projets... On va parler de projets, on va dire de résultats sur des courses comme ça. Faut déjà commencer à les rouler, et puis... Après, on verra. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Est-ce que tu es au courant, Freddy, que quand on met le doigt dedans, c'est très dur de l'enlever ? Je le connais bien. Je suis dedans depuis un moment déjà. J'ai essayé de m'en sortir, mais j'ai pas réussi. Donc c'est peut-être la première d'une longue série de courses. Peut-être. Et pourquoi pas le bol d'or ? Et pourquoi pas Spa ? Après, on est fermé sur rien. Bon. Après, on va y aller, aventure, on va commencer, et puis on va faire course par course, on verra... suivant où nous mène le projet, quoi. Vous avez déjà le nom du team ? Oui. Allez. Dièse 10 Racing. Dièse 10 Racing, je note. Dièse 10 Racing. Dièse comme la musique. Okay. Donc, le dièse, mais écrit. D'accord. Dièse écrit. On a un musicien qui a voulu mettre sa petite touch. Dièse 10 Racing, super. Parce que si on suit tout le monde, il nous faut les noms. Donc Dièse 10 Racing, on a le team. Maintenant, donc toi, Freddy Daridan, on connaît. Voilà. Et tes coéquipiers. Donc il y a Patrick Majot. Patrick Majot, on le connaît celui-là, il a déjà fait des endurances. Il a déjà fait des endurances. Il a un titre en Promo Sport 600. C'est quelqu'un qui a déjà roulé un petit peu quand même. Donc, ensuite, Angelo Patti. Angelo Patti, d'accord. Et notre carrossier peintre. Le carrossier, super important. Il faut faire une belle couleur. Voilà. La couleur ? On ne sait pas encore. On sait pas. D'accord. Et le dernier ? Et le dernier, Frédéric Gras, notre petit électromécanicien. Merci Freddy d'être venu sur le plateau de Power Sport News. Merci Pascal pour cette nouvelle émission passionnante. Et puis nous, on se retrouve dès le mois prochain pour un prochain Power Sport News. Salut à tous.